Alors pour te raconter un petit peu l'histoire de manière simple, moi j'ai grandi à Courbevoie à côté de Paris et tout a commencé au lycée quand je suis rentré dans le journal de mon lycée où j'ai adoré l'expérience que j'ai eue là-bas. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Je mettais beaucoup d'énergie dans l'engagement. En même temps, c'était l'année où il y avait des mobilisations étudiantes contre le CPE, donc moi je me suis mobilisé, j'ai un peu découvert l'engagement à ce moment-là et j'ai très vite hésité entre un engagement associatif et un engagement politique, partisan, adhérer à un parti quoi. Et en fait, de par le journal du lycée, en fait, je suis rentré dans l'associatif. Et en 2007, j'ai été élu président de l'association Jet d'encre, qui est l'association nationale des journaux lycéens. Et à partir de là, en fait, tout mon engagement a pris une coloration associative très forte, puisque pendant toutes mes études supérieures, pendant 5 ans, j'ai eu énormément de responsabilités associatives nationales dans plusieurs structures, dont AnimaFac, dont le Réseau national des juniors associations, l'association Jet d'encre, le Forum français de la jeunesse, la Fédération européenne Youth Press. J'ai fait plein de trucs comme ça, et donc j'ai jamais réussi à m'engager dans un parti politique parce que la méthode d'engagement est pas du tout la même. Dans un parti politique, tu cultives le rapport de force politique, alors que dans l'associatif, tu construis des projets. Et j'ai vraiment une logique de projet dans mon engagement. Donc j'ai découvert l'engagement comme ça. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques, option associatif en fait, parce que la vérité c'est que j'allais à la fac à l'arrache et que le reste du temps je m'engageais et c'est vraiment tout ce qui me plaisait. Et à la fin, il a fallu que je trouve un boulot. Je savais pas du tout quoi faire. Et je voulais continuer cette espèce d'engagement associatif autour du projet. Et je me suis dit qu'un bon métier qui pourrait lier l'engagement et le professionnel, c'est le métier de collaborateur d'élu. Tu sais, les gens qui bossent dans les cabinets des élus, qui sont collaborateurs parlementaires, chargés de mission, chargés de projet, conseillers techniques, tout ça. Et donc j'ai fait un master spécialisé là-dedans. Et à partir de 2012, bah, j'ai quitté l'associatif pour rentrer dans la politique, mais dans la politique version travail politique quotidien, quoi, mise en œuvre d'un programme politique, mise en musique du travail de l'administration, etc. Et, euh, et donc j'ai travaillé à la mairie de Paris sur les affaires scolaires. J'ai travaillé à la mairie du 20e arrondissement au cabinet de la maire, où j'étais chargé des affaires scolaires au moment de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles. Dans les écoles. Après, j'ai bossé au conseil général de Seine-Saint-Denis pour le président. J'étais son geek de service, je m'occupais de sa communication numérique et tout. Et en 2014, j'ai intégré le cabinet de la ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, Marisol Touraine, dont j'ai été la plume. Donc pendant un an, j'ai écrit les discours de la ministre. Et donc j'ai vu la politique version gouvernementale, avec le travail législatif, avec le travail de contrôle, avec le travail administratif, etc. Et c'était vraiment super passionnant. Après, quand j'ai quitté le cabinet de la ministre, j'ai lancé Acropolis à ce moment-là, c'était à l'été 2015. Et pendant les 6 premiers mois d'Acropolis, j'étais à mi-temps avec un boulot de collaborateur à l'hôtel de ville de Paris où j'étais chargé de mission sur ce qu'on appelle la politique de la ville, au cabinet de Colombe Brossel, qui est l'adjointe d'Anne Hidalgo, qui s'occupe de ce dossier-là. Et à partir de mai 2016, j'ai définitivement quitté le monde du travail pour me lancer à plein temps sur Acropolis. Et là, ça fait maintenant bientôt un an que je suis à plein temps sur Acropolis. Voilà. Voilà mon parcours. Bah, je connais bien l'Assemblée nationale. J'aurais beau jeu de te dire que je connais bien le peuple. Ce n'est pas vrai du tout. Donc est-ce que l'Assemblée nationale est représentative? Bah, tu sais, c'est ce qui est génial avec la notion de représentativité, c'est que représenter, c'est un mot polysémique qui veut dire à la fois porter la parole de quelqu'un. Représenter quelqu'un, c'est agir au nom de cette personne, pour le compte de cette personne. Mais ça veut aussi dire tenir lieu de cette personne. Donc tu as t'as un double sens qui est compliqué quand embauches un avocat. Tu t'attends à ce que cette personne représente tes intérêts devant la justice et tu te fous complètement de savoir si cet avocat a la même couleur de peau que toi, partage ta condition financière, économique, sociale, sociologique, culturelle, etc. T'en fous, le mec te représente, voilà. Par contre, si tu embauches un acteur pour qu'il représente un personnage, là tu as une autre attente de la représentativité de cette personne-là.
Tu attends à ce qu'elle tienne lieu de cette personne-là en termes d'image y compris. Et ce qu'on demande aux députés, c'est justement cette double compétence, d'être capable de nous représenter politiquement, mais aussi de nous représenter sociologiquement. Et ça, c'est une nouveauté dans le débat politique qu'on attend de notre chambre élue, qu'elle nous représente sociologiquement. C'est probablement lié à l'apparition de la télévision, c'est probablement lié au rôle de l'image dans nos sociétés, qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc effectivement, on arrive à un moment où l'Assemblée nationale est doublement critiquée parce qu'elle est peu représentative en termes d'opinion, à cause du scrutin majoritaire, qui donne un poids colossal aux deux principaux partis, le Parti socialiste et les Républicains, et qui omet de représenter politiquement tous ceux qui votent pour Marine Le Pen et une partie de la gauche radicale, même si les communistes ont jusqu'à présent un groupe à l'Assemblée nationale. Et en plus de ça, l'Assemblée nationale a du mal à nous représenter en termes d'image, puisque l'Assemblée nationale est composée de vieux hommes blancs, bourgeois, et donc pas d'ouvriers, enfin très peu d'ouvriers, pas assez de femmes, pas assez de minorités. Donc on arrive à ce moment un peu difficile où la citoyenneté et la représentativité se redéfinit, et on fantasme tous d'une chambre qui nous représenterait vraiment, y compris en termes de diversité de parcours, de culture et de sociologie. Sur la Ve République, moi je considère elle est déjà morte en fait. On est en train de vivre ces dernières années pour la simple et bonne raison qu'elle a été pensée autour du personnage du général de Gaulle, président de la République, et que toute l'histoire de la Ve République n'a été qu'un lent effacement du rôle du président de la République. On est arrivé jusqu'au moment où Nicolas Sarkozy a fantasmé le retour d'un président fort et qui en réalité a dû faire avec une majorité à l'Assemblée nationale qui pour le coup lui était obéissant, donc il avait cette chance-là, mais on a vu avec François Hollande que quand tu as une majorité un peu plus éparse, c'est beaucoup plus compliqué à construire. Donc, donc moi je considère la Ve République morte, mais c'est pas pour autant que la Sixième République est déjà là et qu'elle est meilleure. En fait, on a quand même partout en Europe et dans le monde une vague populiste contestataire qui remet en question les fondamentaux même de la démocratie et de la République. Donc si Sixième République il y a, et il n'est pas du tout garanti qu'elle soit pour le meilleur. Donc ça va être à nous de la construire. La droite et la gauche, c'est difficile à définir parce que la droite et la gauche, c'est une représentation géographique, géographique et donc tangible, d'une opposition d'idées qui appartient à un domaine de l'esprit qui n'est pas tangible par définition. Donc c'est une tentative de rendre tangible une opposition qui ne l'est pas. Et donc on a utilisé pour ça la géométrie parce que c'est facile à se reconnaître, on a tous une main gauche, tous une main droite. Et dans les années 1790, quand il a fallu se poser la question de savoir si le roi devait avoir un droit de veto dans la Première République, et ben ceux qui étaient opposés au droit de veto se sont placés à gauche, ceux qui étaient pour se sont placés à droite, et en fait par habitude, les députés, les représentants de la nation se sont assis dans les hémicycles divers et variés par affinité politique. Et donc c'est comme ça que sont nées la gauche et la droite. Mais la notion de gauche et de droite peut se retrouver un peu partout ailleurs, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on a une assemblée, on peut avoir une représentation géographique des clivages. Et au sein de la gauche, il y a une gauche et une droite. Au sein de la droite, il y a une gauche et une droite. Au sein de l'Église catholique, il y a une gauche et une droite. Au sein de certaines entreprises, il y a une gauche et une droite, avec des visions qui s'opposent et qui peuvent se matérialiser dans une répartition géographique. Pour ce qui est du débat national en France, la gauche et la droite, le clivage entre la gauche et la droite se place toujours sur un sujet, avant de se placer dans une représentation des propositions de réponse. Pendant tout le 19e siècle, la gauche et la droite s'opposaient pas du tout sur les problèmes socio-économiques comme aujourd'hui, mais sur les questions d'organisation du régime et du pouvoir. La gauche était républicaine, à tendance démocrate, la droite était monarchiste. Ça a été l'engueulade du 19e siècle, et on est arrivé au milieu de la Troisième République, où les monarchistes ont définitivement fait une croix sur leur rêve de restauration, et où la République a gagné. Et ça tombe bien, d'une certaine manière, puisque ça a coïncidé avec l'arrivée de la révolution industrielle, et donc de l'apparition de l'esclavage moderne du capitalisme, et donc de la naissance d'une gauche portée sur des idéaux sociaux et économiques, le mouvement ouvrier, le marxisme, toutes ces idées-là. Et donc le clivage qui auparavant était sur les questions de régime s'est transporté sur les questions d'organisation économique, avec une gauche étatique, interventionniste et collectiviste, et avec une droite patronale, libérale, conservatrice, voire réactionnaire. Donc ça a été toute l'histoire du XXe siècle. Et là on arrive au XXIe siècle,
avec un clivage qui tend à se brouiller un petit peu, avec une droite et une gauche qui sont presque d'accord sur les questions socio-économiques, avec un interventionnisme de l'État, mais une économie de marché dans un cadre européen régulé, etc. Il n'y a plus beaucoup de gens à droite qui, comme Alain Madelin, défendent l'ultralibéralisme, et il n'y a plus beaucoup de gens à gauche qui défendent l'abolition de l'État par la révolution prolétarienne, si tu veux. Donc on est arrivé à un système de cogestion du capitalisme avec plus ou moins de nuances. Mais il y a de nouveaux clivages qui apparaissent, notamment un clivage entre souverainisme national et collectivisation des souverainetés entre les pays européens. Voilà, européistes, anti-européistes ou eurosceptiques. Sur les questions de société, sur les questions de laïcité, euh, sur les questions culturelles, enfin culturelles, sociétales, comme on dit, comme le mariage pour tous. On voit aussi des seins de société se dessiner avec des nouveaux clivages. Donc est-ce que la gauche et la droite ont toujours du sens aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a une définition de la gauche et de la droite qui est donnée par un auteur dont j'ai complètement oublié le nom, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Penser à droite, qui essaie d'analyser la droite, et qui propose de dire que la gauche et la droite sont différentes en ce qu'elles proposent une réponse différente à la question de l'ordre établi. La gauche propose la remise en cause de l'ordre établi, alors que la droite propose la conservation de l'ordre établi. D'où la notion de conservatisme, voire de réaction. Alors qu'à gauche, comme disait Lionel Jospin, les hommes et les femmes de gauche sont des gens qui ne se satisfont pas de la vie qui leur est faite. C'est ça la remise en cause de l'ordre établi. Le monde est injuste, c'est intolérable, c'est injuste, on va se lever pour. Ça, c'est la gauche. Alors que la droite, le monde est injuste, bah oui, ma pauvre dame, et que voulez-vous, c'est ainsi. Donc il faut organiser le pouvoir pour éviter l'anarchie, pour éviter le désordre. Euh, voilà, c'est un peu caricaturalement, un peu comme ça qu'on peut imaginer la différence entre la gauche et la droite. Est-ce que ce clivage-là est dépassé? Bah, comme je te l'ai expliqué, on est en train de le redéfinir, mais en même temps, il s'est tout le temps redéfini ce clivage-là. Tout le temps, ça n'a jamais arrêté. Regarde sur la question du colonialisme, il y a une époque où la gauche était colonialiste et la droite était anticolonialiste. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'anticolonialisme d'aujourd'hui. C'est juste que la droite, à l'époque, pensait que c'était du gâchis que d'envoyer les soldats outre-mer. Il fallait mieux se battre contre les Allemands. Voilà. La droite et la gauche avancent, évoluent tout le temps et se redéfinissent en permanence. Voilà. Bah, si on reprend la définition de la droite et de la gauche que je t'ai donnée tout à l'heure sur la question de l'ordre établi, alors c'est facile de considérer que le pragmatisme, c'est un truc de droite. Prenons les choses comme elles sont. Si c'est ça le pragmatisme, bah les choses elles sont comme l'ordre établi a voulu qu'elles soient. Donc si c'est ça, bah oui, le pragmatisme est un truc de droite. Pour le meilleur comme pour le pire, j'en sais rien. Ça peut être espèce de bon sens paysan. Mais non, non, moi j'y crois pas. J'y crois pas à l'idée d'une action politique dépolitisée, ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. On peut nier le fait qu'elle est politisée, mais elle n'est pas forcément dépolitisée. Tu sais, pendant l'élection municipale de 2014, Robert Ménard, qui était candidat Front National à Béziers, il a eu une phrase vachement intéressante. Il a dit, vous savez, quand un lampadaire est cassé et que les services municipaux réparent le lampadaire, c'est ni de droite ni de gauche. Et il a raison. Réparer un lampadaire pété, c'est ni de droite ni de gauche. Sauf que la question, c'est pas est-ce qu'on répare le lampadaire quand il est pété. La question, c'est est-ce qu'on met la même priorité à réparer les lampadaires pétés dans les quartiers pauvres que dans les quartiers riches. Ça, c'est de la politique. Donc ça, c'est pas pragmatique. Donc voilà, moi, la question qu'il existerait un pragmatisme dénoué de toute forme d'idéologie, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Et c'est pas grave, mais il faut les assumer, les idéologies. Il n'y a pas de mal à faire de l'ordre établi, à faire du bon sens paysan parfois. Ça peut se justifier, ça peut être bien, ça peut être mauvais. Puis il peut exister un. Après, c'était la question très rousseauiste de est-ce qu'une loi a forcément une qualité intrinsèque? J'en sais rien. Est-ce qu'une loi peut être bonne qu'elle soit de droite ou de gauche? Est-ce que le droit de vote des femmes est une mauvaise chose? Parce que c'est la droite qui l'a mise en œuvre. Bon, en l'occurrence, c'était la gauche qui portait cette réforme-là depuis un siècle, donc un peu compliqué de dire que c'est la droite qui l'a mis en œuvre, mais voilà, mais je suis d'accord avec toi, il y a un espèce de mouvement qui consiste à dire qu'il existe des trucs ni de droite ni de gauche, comme si le Conseil national de la résistance était ni de droite ni de gauche. Pas du tout, enfin, c'est hyper idéologisé comme truc. Donc non, moi je pense qu'il faut qu'on se décoince des idéologies, hein. Il faut qu'on accepte qu'on a des idéologies, que c'est pas grave, qu'il faut en discuter et qu'il faut avoir un débat là-dessus. Voilà. Eh ben écoute, Acropolis, le but du jeu, c'est d'être la chaîne parlementaire des jeunes, hein, c'est d'être la chaîne citoyenne plus que parlementaire, puisqu'on veut être au cœur du débat. Donc là, on est un peu dans le feu de l'action de la présidentielle, ce qui se passe énormément de choses.
Et quand la présidentielle sera passée, on va continuer à construire le projet autour de son objectif d'être le média sur lequel on parle de politique ensemble, sans se prendre le chou, euh, sans avoir de ligne politique affirmée. Euh, et on veut continuer à attirer du monde et on pense que ce qu'on fait fonctionne. En tout cas, on a des messages tous les jours de gens qui nous disent que sans nous, ils n'auraient jamais regardé la campagne présidentielle. Donc on est très très content et on va continuer comme ça. Voilà.